Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue au 8e numéro de votre émission thématique hebdomadaire. N'ayons pas peur de mots. Aujourd'hui avec nous pour parler gouvernance, une personnalité assez singulière. Il a fait rire plus d'un. Monsieur Habib Dambélé, notre guimard national. Monsieur Dambélé, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Dambélé, pour entrer dans les vifs du sujet, avez-vous mis fin ou entre parenthèses votre carrière artistique pour vous lancer dans la course à Koulouba? Je l'ai mis en sommeil pour l'instant et mon travail ne m'a pas quitté non plus. Donc pour l'instant j'ai pris ce chemin-là parce que je pense qu'il est important que je le prenne et je vais essayer de me battre à la mesure de mes possibilités pour être président de la République, que cela soit clair dans la tête de tout le monde. Ce n'est pas une candidature pour rire, c'est une vraie candidature, parce que c'est le même coup qu'on m'a joué en 2002, en faisant croire aux gens que c'était une candidature pour rire, juste pour détourner donc mes électeurs. Donc, ma carrière artistique est en sommeil pour l'instant. Je m'occupe donc de cette candidature. J'essaierai d'aller jusqu'au bout, si Dieu veut. Monsieur Dambélé, qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans la course pour Koulouba? Je rappelle, vous venez de le signifier tout à l'heure, que c'est votre deuxième participation à une élection présidentielle. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer? En 2002, votre slogan, c'était « Entre ceux qui vous font rire et ceux qui vous mentent, choisissez ». Aujourd'hui, les slogans, c'est Mali en baie détaillé. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer? D'abord, donc en 2002, c'était pas un slogan officiel. En 2002, c'est parce que j'ai un ami, paix à son âme, un très bon ami, un très bon grand frère, Kandjoura Koulibaly, qui était en train de faire campagne pour moi, donc au marché de Ngolonila. Et à un moment donné, quelqu'un lui dit, mais est-ce que c'est vrai que Guimba il va se présenter? Et il dit, mais oui, mais Guimba il va se présenter, il est candidat à l'élection présidentielle. Et cette personne dit, mais si Guimba est président, on va mourir de rire. Et Kandjoura répond, paix à son âme, alors entre celui qui vous fait rire et ceux qui vous font pleurer, vous avez le choix. Et donc nous avons dit, bon voilà, on va propulser ça, c'est un excellent slogan qu'on va mettre à côté de notre slogan, qui était un mari formidable à l'époque. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi on ne pose pas, j'espère qu'on pose la même question à tous les autres candidats. Et donc, d'abord, je me suis présenté en 2002, ça veut dire que je ne commence pas maintenant, ça c'est clair. Et ensuite... il faudrait que les gens comprennent que la plupart des candidats, enfin des candidats les plus anciens qui sont là aujourd'hui sont plus âgés que moi en âge, sont plus âgés que moi, mais ne sont pas politiquement plus âgés que moi. Parce que pour la première fois que IBK se soit présenté à l'élection du président de la République, pour la première fois que Soumaïla Cissé se soit présenté, c'était en 2002. Et en 2002, c'était la première fois que je me présentais aussi. Donc, nous avons le même âge en quelque sorte politiquement. Et puis, je dois rappeler aux gens qu'avant que l'on connaisse Soumaïla Cissé sur ce plan, que l'on connaisse IBK, que l'on connaisse tous ces gens-là, et donc, il y avait d'abord Wari du groupe dramatique national. Il y avait Frédéric Nyamimbougou du groupe dramatique national. C'est-à-dire qu'il y avait Ousmane Sow, il y avait Michel Sangaré, il y avait Hélène, il y avait Fanta Berté, il y avait Catherine Koné, il y avait toutes ces grandes personnalités donc, de notre pays qui sont simplement des dramaturges, qui étaient là avant les premières radios libres, qui étaient là avant les premiers journaux libres, qui étaient là avant les associations qui se sont transformées en partis politiques, qui étaient là avant les partis politiques, qui étaient là pour demander la démocratie, pour réclamer la démocratie, pour décrier donc le fonctionnement de l'État, pour dire les choses au moment où personne ne pouvait absolument rien dire. Donc qu'on ne pose pas la question à Guimba National pourquoi aujourd'hui il est candidat à l'élection du président. C'est une question qu'on pose c'est une tradition ici, c'est une question qu'on pose à tout le monde. Okay, vous faites bien de les signifier. Voilà. Mais vous n'avez pas peur, M. Dambélé, que ça ait des colorations ou on va dire en tout cas des impacts sur votre public artistiquement parlant. Mais artistiquement parlant, j'étais là en 2002, je suis encore là artistiquement. j'ai quand même de la chance. Mais non, pas du tout. Et puis j'ai de la chance, je n'ai aucune pression. Je vais me battre jusqu'au bout.
je vais dire les choses avec mes mots, et je vais essayer donc de faire une campagne civilisée. Et donc, c'est ce que je dis, hein, il n'y a pas d'école de président, mon cher ami. Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, je dis, s'il y avait une école de président, eh bien, il y a beaucoup de chefs d'État en Afrique aujourd'hui qui allaient échouer donc, à cette école. Donc, je vais essayer donc, de dire les choses avec ma vérité, parce que comme le dit Ampateba, il y a 3 vérités. Il y a ta vérité, ma vérité et la vérité. Je vais essayer de dire les choses avec ma vérité. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout parce que tout simplement j'aime le Mali, parce que tout simplement j'ai foi au Mali, parce que quelles que soient toutes sortes d'horreurs qu'on dit au Mali aujourd'hui, toutes sortes de mépris qu'on lance à l'endroit du Mali, parce que quel que soit ce qu'on dit du Mali aujourd'hui, le Mali est un des pays les plus extraordinaires du monde. C'est au Mali que nous ne parlons pas la même langue, nous ne sommes pas de la même religion, nous ne sommes pas de la même ethnie, nous ne parlons pas les mêmes langages, mais nous sommes tous même père et même mère, comme nous le disons. Ça, c'est exemplaire à l'échelle mondiale. Mais est-ce que là, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il n'y a pas une valeur que nous perdons? Ben justement, alors tout ça, ça doit motiver quelqu'un comme moi à se présenter aux élections. C'est parce que justement, toutes ces valeurs-là que nous sommes en train de perdre, toutes peuvent déséquilibrer notre pays, peuvent mettre en mal notre pays. Et je suis conscient de cela. Et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui sont conscients de cela, parce que à la création de notre mouvement qui s'appelle Mali en Bel État jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des créations, des clubs et des clubs de soutien un peu partout à l'intérieur comme à l'extérieur du Mali. Ça veut dire qu'il y a des gens qui comprennent cela. Il y a des gens auxquels cela fait peur. Et les gens ont dit, il faudrait qu'on se lève, il faudrait qu'on soit vigilant, il faudrait qu'on soit solide, il faudrait qu'on s'arme contre la perte de nos valeurs qui peut déséquilibrer totalement notre pays. Et donc, parce que c'est sur cela que notre pays est bâti. C'est parce que c'est la racine de l'arbre qu'est notre pays. Un arbre sans racine ne tient pas debout. Justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Mali en Bel détaillé, le mouvement Mali en Bel détaillé, et quelle est votre actualité depuis que vous êtes revenu au Mali? Depuis que Mali en Bel Détaillé a été donc créé justement pour soutenir cette candidature-là, qui est donc la mienne, avec des gens qui sont très proches de moi, avec des gens qui sont super compétents, auxquels je fais totalement confiance, des gens qui sont nourris, qui sont pétris des valeurs donc comme le sens du patriotisme, etc., qui n'est pas totalement révolu, hein. Et donc il est maintenant en place depuis, on a commencé à le mettre déjà en place à Paris, parce que c'est là que je vis, et donc ça s'est élargi petit à petit, parce qu'on a su parler aux gens, parce qu'on a pu convaincre les gens, parce que nous avons dit simplement la vérité aux gens. Et tous ceux-là qui sont là, nous avons fait tout ça, des dizaines de clubs ont été déjà créés un peu partout à travers le monde. Et cela sans un copec. Et donc, on a dit, c'est simplement parce que c'était la vérité. Parce que la vérité, elle est belle. Parce que la vérité, elle peut séduire. Parce que la vérité, elle peut faire bouger les choses. C'est simplement ça. Nous avons dit que nous n'avons pas d'argent. Eh bien, nous n'avons pas d'argent, mais nous avons la vérité. Être pauvre n'est pas une tare. Ce n'est pas un défaut. On ne doit pas avoir honte de cela. Il faut simplement rester digne. Et donc, mais si on dit la vérité est une richesse inestimable. Nous avons dit la vérité aux gens, et je pense que les gens ont adhéré à la vérité, parce que les gens voient aussi le pays, parce que les gens ont vu ce pays-là depuis longtemps, parce que les gens imaginent l'avenir. Et donc, forcément, les choses se sont implantées petit à petit. Et j'avoue qu'aujourd'hui, nous sommes très, très fiers de tout ce que nous faisons en ce moment-là, que nous sommes bien implantés, que les gens y continuent à adhérer, que les clubs sont un peu partout, aux États-Unis, en France, au Sénégal, un peu partout à travers le monde. Donc, c'est un mouvement qui est en marche, qui bouge. Je ne sais pas, je ne veux pas parler comme Macron, hein. C'est comme ça que les hommes politiques font aussi. Ils s'accaparent des mots, ils en font les leurs. Donc, c'est comme ça que les choses bougent. Et nous sommes vraiment très, très fiers. Aujourd'hui, qu'on les veuille ou non, qu'on les dise ou pas, vous êtes un monument, vous êtes une figure emblématique de ces pays. Si les Maliens vous donnent la chance d'accéder à Koulouba, pensez-vous pouvoir impacter sur les choses? Si oui, comment?
Oh là là, ça c'est le genre de question un peu compliquée parce que la réponse peut être... Mais, écoute, je pense que d'abord, ça aurait été une injure très très grave de vouloir se présenter comme candidat à l'élection du président de la République sans avoir les idées qu'il faut pour mettre en pratique donc ce que tu imagines pour ton pays. Ça, c'est absolument nécessaire que les gens comprennent cela. Et donc, et de deux, alors donc quand on pense avoir les idées pour mettre en place, donc pour bâtir un pays, eh bien, je pense que on a assez réfléchi. Je pense qu'on a pris assez de contacts. Je pense qu'on a contacté beaucoup de gens. Je pense qu'on a consulté beaucoup de gens. Je pense qu'on s'est nourri de tellement de choses que si nous avons la chance donc d'être président de la République, eh bien, et je suis absolument certain qu'en mettant en pratique ce que nous avons comme idée, nous allons pouvoir relever le défi sans promettre aux gens qu'en 5 ans, on peut tout faire. Ça, je ne peux pas promettre ça, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons la volonté de pouvoir mettre... la personne qui a créé la tour Eiffel en France, eh bien, cette personne n'existe pas aujourd'hui, mais la France continue à bénéficier des centaines d'années plus tard, donc des bienfaits de la tour Eiffel. Nous allons donc nous atteler pour mettre le pays sur un chemin droit, un chemin qui va vers la liberté, un chemin qui va vers le développement, et nous allons nous imposer donc cette tâche, et je pense que nous allons pouvoir y arriver. C'est tout le mal que nous vous souhaitons aussi. Monsieur Dambélé, quelle lecture faites-vous de l'organisation des prochaines échéances électorales, on va dire, et que pensez-vous de la possibilité d'organiser les élections à la date indiquée? Bon, il y a une chose qui est déplorable, c'est que vraiment les choses ont été changées à la dernière minute. Personne ne peut tenir un tel truc, vraiment. Mais nous n'avons pas tellement le choix, nous devons y aller. Parce que c'est comme ça. Il a été dit par les autorités du pays que les élections peuvent se tenir, malgré les changements de dernière minute qui peuvent perturber tout. Et donc nous avons intérêt donc, à nous concentrer et donc à essayer de faire en sorte que cela se passe, en tout cas de la manière la plus comment on appelle ça, les mots me manquent pour dire la manière la plus vraie, la plus correcte, voilà. Donc en tout cas nous espérons que c'est comme ça que ça va se passer. Nous espérons que, comme a été promis par les autorités du pays, les élections vont se tenir à cette date-là. Et c'est clair que je déplore, vraiment, je crois que je ne suis pas le seul, ce que je viens de dire, les changements de dernière minute qui sont intervenus, même les pays les plus développés, même les pays les plus riches, même les pays les plus costauds, il leur est quand même difficile à quelques semaines des élections de changer les lois, de prendre des nouvelles mesures donc qui désorientent et donc les différents responsables politiques et les électeurs. Surtout que le contexte malien est assez particulier, on va dire. Nous sommes peut-être dans une crise, on va dire sans précédent. Oui. Donc les pays que vous venez de citer, on va dire, ont une certaine stabilité. Oui. Donc le cas malien, il est assez particulier. Bien sûr. C'est pour appuyer ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Monsieur Dambélé, ne pensez-vous pas, vous qui êtes un homme de culture, vous qui avez œuvré toute votre vie dans ces secteurs, on va dire, ne pensez-vous pas qu'il faudrait repenser notre démocratie et les modèles de gestion de nos États en plaçant nos us et coutumes, on va dire notre atavisme et les réalités de notre société au cœur du modèle? Est-ce que vous êtes en phase avec la démocratie telle qu'elle est appliquée aujourd'hui dans notre pays? Bon, je pense que c'est-à-dire le problème, c'est que les gens depuis un certain moment donné, les gens parlent de culture, mais ils ne savent pas ce que c'est que la culture. Les gens parlent de culture, c'est des super grands intellectuels, ils vous diront j'ai un doctorat en ceci, j'ai un professorat en cela, j'ai une agrégation, etc., etc. Mais c'est des gens qui ne pratiquent pas la culture, qui disent la culture dans leur discours et pour embellir le discours, pour que le discours soit suave, pour que le discours soit consommable, parce qu'ils savent qu'avec la culture, ça passe beaucoup mieux. Mais en réalité, ils ne savent pas ce que c'est que la culture. Est-ce qu'ils l'ont vécu?
C'est ça le mot. Et voilà, justement, mais si tu ne peux pas, si tu ne sais pas, la culture les a vécus, mais eux n'ont pas vécu la culture. C'est ça qui est dommage. Je pense que tout devait partir. Il y a la démocratie a le même fonctionnement. D'ailleurs, il y a Churchill qui dit que la démocratie est la pire des systèmes qu'on a inventés, mais pour l'instant, nous n'en avons pas mieux. Donc, on s'en tient à cela. Et donc, je pense que notre démocratie devrait tenir en compte de notre culture, notre manière de fonctionner, notre philosophie, les cosmogonies qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je pense que ça devait se baser sur cela. Et donc, en Angleterre, il y a une démocratie, il y a quand même une reine. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont conservé une partie d'eux-mêmes tout en portant cette démocratie-là. Donc, nous n'avons pas su adapter la démocratie, ou alors parce que nous ne faisons que pratiquer les choses qui nous ont été imposées depuis assez longtemps. Il est absolument grand temps que nous utilisons notre culture, que nous fassions donc le soubassement de notre pensée pour que tout puisse fonctionner en harmonie entre ce qui est moderne et ce qui est nous-mêmes. Parce que sans nous-mêmes, le moderne n'est rien. Et sans le moderne, nous serons donc des choses stagnées. Et quand une chose est stagnée, elle peut pourrir. Et quand elle pourrit, elle ne peut que se dégrader ou faire dégrader les choses. Certainement, je pense que beaucoup de pays l'ont compris, les États-Unis, la Corée du Sud, etc., les pays européens, beaucoup investissent par an des milliards relativement à l'exportation de leur culture, on va dire. Les États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, ont imposé, avec le plan Marshall, on va dire, un certain nombre d'obligations aux pays bénéficiaires relativement à la vulgarisation de la culture américaine. Coca-Cola, Hollywood, etc., sont passés par là. C'est ce qui fait aujourd'hui l'hégémonie des États-Unis. Et aujourd'hui, malheureusement, je l'ai dit, vous êtes un acteur de la culture. Nos films ont du mal à s'exporter. Notre culture a du mal à s'exporter. Selon vous, quel est le problème et quelle peut être la solution? Mais écoutez, moi je viens d'une branche de la culture qui s'appelle le théâtre. Et donc, il n'y a pas un seul théâtre au Mali. Depuis avant l'avènement de la démocratie, depuis avant que nous-mêmes nous partions de la fonction publique avec Ousmane Sow, Michel Sangaré et moi-même, depuis avant, nous avons sollicité cela. Et quand nous sommes partis, j'ai commencé à faire un dossier de création de théâtre. Et aucun chef d'État n'a répondu favorablement à cela. Il a été conçu vers la fin du pouvoir de Alpha. On va dire que Alpha n'a pas eu le temps de jeter un coup d'œil dessus. Puis quand ATT est venu, j'ai fait mon projet de théâtre que j'ai déposé au niveau de la présidence. Eh bien, ça a duré longtemps. À un moment donné, il s'est décidé à me recevoir parce que j'ai dit tout simplement à Crow Benson, j'ai dit Benson, eh bien, ça fait longtemps que je cherche à rencontrer le président de la République. Eh bien, dis-lui de me recevoir parce que s'il ne me reçoit pas, quelqu'un d'autre me recevra et réglera mon problème de théâtre. Et donc, peu de temps après, ATT, gentiment, m'a reçu. Il m'a reçu, je lui ai parlé de mon projet de théâtre. Et donc, il m'a dit, bon, alors j'ai dit, ben, commencez d'abord par me donner une salle de cinéma qui existe déjà. Et que, parce qu'il y a les murs, moi, je n'ai pas d'argent, j'ai les idées. Et donc, il y a les murs, je peux commencer mon théâtre par cela. Et donc, le président ATT a dit à l'époque, il n'y a pas de problème, maintenant il faut que tu recenses toutes les salles de cinéma de Bamako, que tu nous amènes cette liste-là et qu'on fasse vérifier si ces salles-là, parmi ces salles, il y en a encore qui appartiennent à l'État. Comme ça, je parlerai au ministre des Domaines qui fera en sorte que un des cinémas soit mis à ta disposition. Et donc, si le président ATT avait la vraie volonté à l'époque, il aurait appelé, il est le président de la République, il aurait pris son téléphone pour appeler son ministre des Domaines. Au lieu de me charger, moi, d'aller recenser tous les... Il pouvait appeler son ministre et lui dire, Monsieur le ministre, est-ce que tu peux vérifier s'il y a des cinémas qui appartiennent encore au Mali? Quand ATT est parti, Ibrahim Boubacar Keïta est venu, le même projet existe. Il est encore dans les tiroirs de Koulouba, peut-être en train de dormir quelque part. Et aucune réaction. Il n'y a pas de théâtre au Mali.
Il n'y a pas d'infrastructure pour le développement de la culture. Comment voulez-vous que cela se... Quand Jacques Lang a été considéré comme un des meilleurs ministres de la culture du monde, c'est parce que quand le président François Mitterrand l'a appelé pour lui proposer ce poste, il a simplement négocié un gros budget pour la culture. Le ministère de la Culture est le ministère le plus pauvre du monde. Tu nommes l'homme de culture le plus intense, le plus riche en culture du monde comme ministre de la Culture. Quand tu ne lui donnes pas les moyens de la culture, il ne pourra absolument rien faire de la culture. Certainement. Monsieur Dambélé, nous allons revenir à la gouvernance. Que pensez-vous de nos institutions? Pensez-vous qu'elles sont autonomes au regard de tout ce qui se passe depuis ces 20 dernières années? Non, mais il faut des réformes à tous les niveaux, ça c'est absolument certain. Il faut des réformes. En plus, je ne dis pas que nos lois sont mal faites. Non, je ne peux pas me permettre de dire ça parce qu'elles ont été pensées par des gens très costauds, des gens super intelligents, des gens très engagés. Et donc, mais autant, plus le temps avance, plus les lois doivent être s'adapter au temps qui passe. C'est clair. Donc, mais le problème chez nous, c'est quel homme pour appliquer la loi? Quel homme pour appliquer la loi? C'est ça qui... Le problème de l'Afrique, je le dis très souvent, ce n'est pas au niveau de l'intelligence, mais c'est quelle orientation faut-il donner à l'intelligence de l'Afrique? C'est ça le problème. La lutte, tout le monde parle de la lutte contre la corruption, etc., etc. C'est des choses qui sont tellement faciles à régler. Il y a un problème humain à ce niveau parce que nous sommes tous même père et même mère. C'est simplement la volonté politique. Nous savons, tout le monde sait tout ce que tout le monde gagne au Mali. Tout le monde sait qui est qui au Mali. Mais c'est tellement facile de mettre le nez dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on fait donc de tout le rapport que le vérificateur général dépose? Qu'est-ce qu'ils font ceux qui travaillent au contrôle général de l'État? Voilà. Donc, mais c'est quel homme faut-il pour Est-ce que ce n'est pas dû au fait que tout le monde a quelque chose à se reprocher? Cette corruption dont vous parlez, nous l'avons quelque peu érigée en mentalité. Oui. Aujourd'hui, les gens s'affichent fièrement avec les deniers publics. Oui. Il n'y a pas de sanction qui suit. Oui. Il y a eu la mise en place de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Les fonctionnaires sont partis en grève avec comme motif que pour les déclarations, c'est les hauts responsables, c'est-à-dire le président et les ministres, qui doivent d'abord faire leur déclaration de biens, ensuite vont suivre les fonctionnaires. Ça n'a pas été le cas. Des milliards ont été jetés par la fenêtre. Est-ce que ce n'est pas parce que tout le monde a quelque chose à se reprocher? Oui, mais certainement. Mais quand le mal est fait, il faut éviter le pire. C'est tout. Nous sommes dans un système, il faut pouvoir sortir de ce système. Avant l'avènement de Thomas Sankara au Burkina Faso, les choses étaient un peu comme ça. Mais quand il est venu, il a imposé un modèle de développement au Burkina Faso. Et le Burkina était en train donc de sortir de son embourbement. Et Kagame, regardez Kagame, qu'est-ce qu'il fait? Quand on marche dans les rues de Kigali. Au Rwanda, franchement, on est fiers d'être africains. Ça s'appelle la volonté politique. Ça s'appelle le sens du patriotisme. C'est ça qu'on appelle aimer son pays. C'est ça la vraie âme qu'un dirigeant doit avoir. Et donc, si nous ne commençons pas par mettre en place des choses qui peuvent nous permettre de réfléchir autrement, de repenser notre manière de vivre, je pense que ça va être très, très difficile donc, de pouvoir faire fonctionner les choses comme il le faut, donc dans un train de la mondialisation qui est en train de nous amener où on ne sait pas. Je pense qu'il y a aussi une pression sociale qui est là, un poids social. Certains ont la volonté, veulent sanctionner, mais après, c'est des arsenals de demandes de pardon, des arsenals d'intervention qui viennent, et à un moment donné, ces personnes, parce que leur papa, leur maman, ou leur oncle, etc., ont été approchés, finissent par céder. Oui. Non, mais je dois avouer que moi-même, je suis je suis façonné de cette façon. Je suis profondément
je crois que ce n'est pas modeste de dire ça, mais j'ai tendance à dire des fois que je suis profondément humaniste et que tout ce qui touche à l'être humain me touche assez profondément. Je crois au fait que l'humanité ne sert à absolument rien si ses valeurs ne servent pas l'homme. Mais je suis tellement faible devant les situations humaines. C'est très très difficile des fois de trancher pour ne pas choquer les gens. Parce que je fais attention à la sensibilité des gens. Je préfère, moi, encaisser les choses que de faire encaisser d'autres personnes donc, en face de moi. Quelqu'un peut monter sur mon pied. Des fois, j'ai du mal à lui dire « Attention, tu es en train de me faire mal » parce que la personne se rendra compte qu'elle est en train de me faire mal et cela peut faire mal à la personne. C'est comme ça que je fonctionne. Mais quand il faut choisir de sanctionner pour le pays, je pense que je suis aussi celui qui peut prendre la décision de faire des sanctions. Merci. Monsieur Dambélé, en Afrique, on note que les populations ne se sentent pas concernées par le service public, on va dire, mais plutôt s'en éloignent. Pour elles, le service public est essentiellement une affaire de l'État, et l'État, c'est la classe dirigeante. Cette mentalité, aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, qu'on le veuille ou non, une fois de plus, elle est ancrée dans la mentalité des Maliens. L'État, c'est ceux qui sont au pouvoir, c'est pas moi. Donc, ça ne me concerne pas. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Non, il faut simplement expliquer le vrai sens donc, de la démocratie. La démocratie, quand elle est venue, on l'a traduit par Bédié Fanga et on n'est pas allé plus loin que ça. Alors, la démocratie n'a pas été suffisamment expliquée donc, à nos concitoyens. Il faudrait... La démocratie, c'est très complexe. Il y a tellement de choses là-dedans, il y a tellement de coins et de recoins, il y a tellement de chambres et d'antichambres dans la démocratie qu'il faut prendre le temps de former les gens à la compréhension de la démocratie. Aujourd'hui, il y a mon frère Alioune Ifranjaï, qui lui parle plutôt de Benkan Fanga et non Bédié Fanga. Oui, d'accord, mais quoi qu'il en soit, je pense que nous en sommes là. Il faut former les gens à la compréhension, à la vraie compréhension de la démocratie. Et donc, sans cela, ça va être toujours ça va être difficile, vraiment. Autre question. Aujourd'hui, une fois de plus, nous constatons que la pauvreté est un véritable fléau et gagne du terrain au Mali. Cette pauvreté met à mal l'équilibre des familles et des groupes sociaux. Avez-vous réfléchi à un mécanisme d'amélioration des capacités des populations? Si oui, est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Non, mais écoutez, c'est-à-dire que je pense qu'en essayant, nous pensons que la mauvaise gouvernance y est vraiment pour grand-chose en ce qui concerne notre développement. Si nous arrivons à mettre en place une très bonne gouvernance, je pense qu'à partir de là, ça va être le début donc, du développement. Une meilleure politique de redistribution des richesses. Bien entendu. Ça revient à la même chose. Enfin, je reviens encore à dire que il faut des hommes capables de faire des choses comme ça. Quand Zoumana Sako est venu comme ministre des Finances, il a prouvé tout de suite qu'à la fin du mois, les Maliens pouvaient être payés alors qu'on était à 3 ou 4 mois de retard de salaire. Ça, c'est des hommes qui existent encore au Mali, qui sont capables de faire des choses comme ça. Quand Cheikh Modibo Diarra est venu, j'étais content d'entendre les femmes dire au marché que maintenant nous achetons les choses à moitié prix. C'est des volontés, c'est des choses comme ça, c'est des actions comme ça dans lesquelles il faut s'inscrire. Il y a des hommes comme ça qui existent au Mali. Et c'est avec des hommes de cette envergure, de cette intelligence, de cet engagement, de ce niveau de patriotisme qu'il faut pouvoir mettre en place les choses et avoir une volonté farouche de pouvoir changer les choses et en étant soi-même profondément patriote. Parce que si tu n'es pas patriote, tu ne peux pas aimer l'autre. Et si tu ne peux pas aimer l'autre, tu ne peux pas comprendre son problème. Si tu ne comprends pas le problème de l'autre, tu ne peux pas chercher une solution au problème de l'autre. Et si tu ne peux pas trouver des solutions au problème de l'autre, est-ce que tu peux être l'autre? Et si tu n'es pas l'autre,
tu n'es rien. Difficilement. La rupture, elle est totale. Les Maliens n'ont plus foi aux politiques. C'est ça le drame aujourd'hui. Les leaders naturels, ils ne se dégagent plus. Donc, les gens entretiennent aussi ces flous-là. Pour beaucoup, ils sont tous pareils, ils vont faire tous la même chose. Je n'ai plus foi en eux. Ils sont là, ils sont dans l'arène politique depuis tel nombre d'années. Ou voilà, celui-ci, il est opportuniste, etc., etc. Je ne donnerai ma voix qu'au plus offrant. C'est une réalité aujourd'hui. Est-ce que, quelque part, c'est par nature aussi à faire émerger des personnes qui ne sont véritablement pas des patriotes et qui vont nous enlisser encore plus dans cette situation? Non, mais il faut simplement que les lois s'appliquent, que l'impunité cesse. Et je suis fier du slogan que nous mettons en avant cette année, Mali est en bel état. Que tout le monde se dise cela. Que l'on soit homme, femme, pauvre, riche, malade, bien portant. Le Mali nous appartient à tous. Que l'on soit le chasseur de Kadiolo, le forgeron de Nioro du Sahel, comme je le dis, et donc l'enfant qui va à la Médarsa à Mopti, l'enfant du nord du Mali que la guerre empêche d'aller à l'école, que l'on soit cet enfant à Bamako dont les parents n'ont pas les moyens d'envoyer à l'école. Le Mali nous appartient à tous et chacun a sa place dans ce Mali-là. Chacun doit être respecté comme tel, quelle que soit ta place, fût-elle petite à ton imagination. Il faut que tu te dises que le Mali t'appartient au même titre que tous ces gens-là, tous ces gens, toutes ces personnes-là qui te jettent dessus de la poussière en passant avec leur 4x4. Le Mali appartient à tout le monde au même titre. Quand on prend l'âme d'une fourmi que l'on met et que l'on met dans une balance et l'on prend l'âme d'un éléphant, on met dans l'autre côté de la balance, les deux vont s'équilibrer. Une âme peut être plus âgée qu'une âme au Mali, mais une âme n'est pas plus importante qu'une âme au Mali. C'est ça, dans cette logique-là qu'il faudrait qu'on essaie de fonctionner. Le message est clair. M. Dambélé, les réseaux Akili, avec ses partenaires, les studios Tamani, la Maison de la Presse, le groupe Renouveau, a initié la campagne « J'oblige mon futur président de la République », qui est un mécanisme de contrôle citoyen de la gestion des affaires publiques par les peuples et pour les peuples, et vise à asseoir un débat contradictoire entre les différents candidats. Selon vous, quel peut être et quel doit être le rôle de la société civile dans les processus de suivi de l'action gouvernementale et dans l'organisation des élections? Mais il faut que le peuple... Sans peuple, il n'y a pas de démocratie. Dans tous les cas, ça c'est absolument certain. Le peuple doit suivre ce débat-là que vous allez organiser. Le peuple doit être vigilant. Le peuple doit se poser, poser des questions au peuple. S'il y a des endroits nuancés qu'il ne comprend pas. Et donc, nous n'ayons pas honte de demander à notre voisin des choses que nous ne comprenons pas. Il faudrait que nous cherchions à comprendre ce que disent les gens. Il faut que nous soyons vigilants pour déceler la sincérité chez les gens. Il faut, parce que les politiciens, ils parlent bien, ils parlent beaucoup. Mais nous savons que depuis un certain temps, depuis que cette politique a commencé à gérer notre nation, depuis l'avènement de la démocratie jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois nous avons dit hier vaut mieux qu'aujourd'hui. Exactement. Donc vous êtes favorable à un débat contradictoire entre les candidats? Mais bien entendu. Vous serez au rendez-vous? Bien entendu. Je suis un garçon timide. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. J'essaie d'être un garçon respectueux parce que je suis né dans une très grande famille de 300 personnes à peu près, où le respect de l'autre était de rigueur, où la modestie était de rigueur, et où l'autre est plus important que toi. C'est ça qui est enseigné dans cette famille. Et donc c'est très difficile pour moi. Un débat contradictoire peut être un peu difficile à mener, mais dans le contexte de la démocratie, on doit pouvoir dire les choses les uns en face des autres. Donc, je m'engage donc
à répondre à votre appel quand cet appel-là me parviendra, et aussi à débattre avec les gens que j'aurai en face de moi dans le plus grand respect, en essayant de faire plutôt un débat d'idées, tout en respectant la personne, qu'elle soit plus âgée ou moins âgée que moi, parce que dans la vie, je crois profondément à l'être humain, je crois profondément au respect. Je pense que chacun a une valeur cachée en soi. Je pense au fait que, comme le dit Amadou Hampâté-Bâ, il a salué un personnage qui s'appelle Mabal dans un de ses ouvrages. Oui, mon commandant. Oui, mon commandant, Oui. Mabal. Et donc, il dit que Mabal, c'était quelqu'un qui buvait, qui chiquait, qui croquait la coula, qui était farfelu, qui était... désobligeant. Voilà, exactement. Et donc, mais il dit... Il dit que c'est son maître Tchorno-Bokar qui parle comme ça. Il dit, mais Mabal, c'est en même temps comme de l'or. L'or qu'on met dans un chiffon souillé et qu'on jette sur un tas d'ordures. Cet or a la même valeur que l'or qui se trouve dans les vitrines à Anvers. Nous nous engageons pour prévenir, on va dire, votre inquiétude. Nous nous engageons à asseoir les bases d'un débat respectueux. C'est une promesse que nous faisons aussi. Vous venez tantôt de dire que vous êtes timide. Oui. Vous nous avez fait rire à mort à maintes reprises. Oui. Moi, personnellement, je ne vois pas cette timidité. Vous êtes timide dans la vraie vie et sur un plateau télé ou dans une pièce de théâtre, la timidité, elle s'envole. Oui, c'est un peu comme ça, c'est ça le métier. Et donc, des fois, il y a des gens qui me rencontrent. Évidemment que si je suis avec mes camarades, mes copains, mes vrais copains, ou un endroit où je suis familier, on se lâche, on rigole. Mais en dehors de ça, je suis quelqu'un d'autre. Je suis vraiment un garçon excessivement timide. Les gens ne peuvent pas le savoir parce qu'il faudrait qu'on fasse très, très attention. Je dis toujours aux plus jeunes, je pense que certains d'entre eux sont en train de comprendre ça, mais d'autres non encore, mais ça viendra, je souhaite. Et il faudrait qu'on fasse tout. Les gens me rencontrent, des fois les gens me rencontrent dans la rue. Gimba est là et là. Gimba fait-moi rire. Je leur dis tout simplement, gentiment, il faut expliquer les choses gentiment. Je leur dis, mais je ne peux pas m'amuser avec mon travail. Et donc, ils le comprennent, des fois ils sont gênés, mais ils le comprennent. Il faudrait ce qu'on doit faire. D'abord, les gens confondent, il y a une très grande confusion. Les gens pensent que le théâtre, c'est simplement de l'humour. C'est complètement faux. L'humour est une toute petite branche, et donc du grand arbre. C'est la transmission des messages. Oui, mais l'humour, c'est une petite branche du grand arbre qu'est le théâtre. Et donc, il faudrait qu'on fasse en sorte que les gens fassent une différence entre les personnages que nous incarnons sur les scènes et notre propre personnalité. À partir du moment qu'un acteur parvient à faire cela, à partir du moment où un comédien parvient à faire cela, à partir de ce moment-là, je pense que non seulement le respect de son travail par lui-même se fera sentir, mais aussi il fera respecter son travail par les autres personnes qui l'admirent et qui le soutiennent. Monsieur Dambélé, avez-vous un mot de la fin? Avez-vous un message à adresser aux Maliens? Je voudrais dire aux Maliens que le Mali nous appartient à tous et que personne ne doute de cela. Je voudrais dire aussi aux Maliens que je voudrais dire ceci. J'adore le dire souvent parce que j'aime bien ce qui se cache derrière, la vérité qui se cache là-dedans. Un jour, un incendie éclate. Des gens courent dans tous les sens. Qui avec un seau d'eau, qui avec une poignée de sable pour maîtriser le feu. Les gens vont dans tous les sens. Tout le monde est très, très préoccupé. Un petit oiseau, le moineau, il part à la mer, il va prendre une goutte d'eau avec son bec, le colibri plutôt, il vient mettre la goutte d'eau sur le feu, il refait le même trajet, il va encore à la mer, il prend une goutte d'eau, il met sur le feu, il fait ses allers-retours, il croise quelqu'un de très énervé, mais qui dit « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Et la personne répond, le colibri répond
je fais ce que je peux. Si chacun fait ce qu'il peut au Mali, je pense que des lendemains meilleurs se présenteront à nous. Pour aller dans la même logique que vous, John Fitzgerald Kennedy, dans son discours de Berlin en 1962, disait « Ne te demande pas ce que tu peux faire pour ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. » Au niveau du réseau Akili, nous nous sommes demandé ce qu'on pouvait faire pour le Mali, et ce que nous pouvons faire, c'est d'asseoir les bases d'un débat démocratique contradictoire entre les candidats afin que les populations soient édifiées sur les intentions et les possibilités réelles des candidats. C'est sur ces mots que nous fermons cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.